Bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 avril 2025, journée qui a pour caractéristique essentielle le fait que ça soit le jour des obsèques de sa sainteté, le pape François, qui nous a quittés tout récemment le lundi de Pâques, mais pour qui nous avons une pensée très noble et très pieuse. Et nous osons espérer que la plupart d'entre vous observeront une minute de silence à sa mémoire. Mais nous avons été très pétris d'admiration pour lui, parce que c'est un homme d'église qui s'est battu pour les pauvres, pour les plus pauvres, je dirais, pour les démunis, pour les personnes vulnérables. Il s'est battu pour la justice et pour la paix. Et il a essayé de faire passer partout le message du dialogue entre les hommes. Et je crois que nous gardons de lui un souvenir inoubliable. Le thème d'aujourd'hui fait suite au thème que nous avons utilisé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous rappelle que nous avons parlé des manœuvres qui sont entreprises par le pouvoir pour le maintien et la conservation du pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est pour inviter les Congolais à avoir le courage à aborder un débat très profond. Et ce débat, il faut que nous l'abordons en toute sérénité, dans le calme, en nous basant sur les lois et règlements, particulièrement la Constitution, et en avançant. La question est simple. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, peut-il être candidat à l'élection présidentielle de 2026? Vous me direz pourquoi cette question, mais elle est extrêmement importante. Parce qu'à travers le pays, les voix s'élèvent pour réclamer ici et là la candidature du président de la République et qui est en même temps président du Parti congolais du travail à l'élection de 2026. Mais généralement, ils ne prennent pas les dispositions pour regarder un certain nombre de faits. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il faut essayer, la tête froide, de mettre ce problème devant les Congolais. Particulièrement les opposants qui sont restés silencieux sur un certain nombre de problèmes qui intéressent la vie de notre pays. Et le silence n'est pas la réponse appropriée et responsable à ce genre de problème. C'est pour ça que nous tenons à vous rappeler que nous sommes à près de 314 jours de l'élection présidentielle, si elle a lieu le 15 mars 2026. Donc, à moins d'un an de cette élection. Et le problème des candidatures semble se poser. Il y en a qui sont il y a des candidatures qui ont déjà été annoncées. Il y en a d'autres qui sont réclamées, d'autres qui semble-t-il exigées. Et nous avons tenu à revenir sur ce sujet. C'est pour ça que, dans un premier temps, nous allons essayer d'évoquer avec vous les différents cas, s'agissant du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été amorcés dans le cadre de cette démarche. Mais vous avez suivi, je vous l'ai déjà dit, ce qui a été fait le 5 février 2025 sous forme de l'hommage au timonier du 5 février 1979, qui n'avait rien d'autre que le soubassement, que la soutenance, le soutien, sinon l'appui, sinon l'appel à la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026. Après, vous avez ce qui est en train de se dérouler à travers le pays, à savoir les patriarches pour lesquels on veut rassembler tous les Congolais derrière lui. Et je crois que vous avez suivi toutes ces mobilisations qui se passent à travers le pays. Ça s'est passé à Brazzaville, ça se passe dans les villes de l'intérieur et ça continue, ça donne le sentiment qu'il y a véritablement une grande mobilisation sur ces entrefaits. Mais au-delà de ça, il y a des cas que nous avons déjà évoqués avec vous, sur lesquels nous allons revenir pour que vous compreniez un peu la nature de ce qui est en train de se dérouler dans le pays. Le premier cas que je vais vous rappeler, que vous savez, c'est la déclaration faite par Anatole Kouliné-Maposo, Premier ministre de la République du Congo. Il a fait cette confidence à Jeune Afrique lorsqu'il a déclaré que
le président Denis Sassou Nguesso pouvait se présenter en 2026, c'est que lui, en tant que Premier ministre, il travaillait pour cela. Mais il ne s'est pas arrêté là, colonel Makosso. Lors de la cérémonie des vœux au corps constitué nationaux en janvier 2025, mais il a fait une déclaration beaucoup plus forte cette fois-ci, en déclarant que Denis Sassou Nguesso était l'homme providentiel et que les Congolais, pratiquement, exhortaient, sinon l'appelaient à ce qu'il se représente pour continuer, essayant de faire ressortir de façon claire qu'il a instauré la paix, qu'il a restauré et qu'il a consolidé. Dans le même temps, vos collaborateurs vous renouvellent leurs vœux de loyauté et de dévouement. Dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leurs vœux de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être. Naviguons avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. Mais ça ne s'est pas arrêté là, ça c'est déjà un premier élément au niveau des membres du gouvernement. Le relais a été pris par la suite au niveau de l'Assemblée nationale, où évidemment l'honorable président de l'Assemblée nationale, Isidore Mbouba, a déclaré en février 2025 que Denis Sassou Nguesso était le candidat naturel à l'élection présidentielle de son parti et de la majorité des Congolais. Et il a même affirmé que sa victoire était toute seule déjà acquise au regard de la manière dont il a transfiguré le pays, etc. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, c'est des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. Mais on ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Ce qui évidemment n'est pas de l'avis de tout le monde. Mais cet avis et cette position du président de l'Assemblée a étonné parce qu'elle a été dite en pleine Assemblée, alors qu'on croyait comprendre que dans cette Assemblée, il y avait et la majorité et l'opposition. Mais en fait, il semblait qu'on ne tenait pas compte de ce que l'on appelle l'opposition en réalité, ou bien on se doutait de ce qu'il suivrait le choix qui serait fait par le Parti congolais du travail. Ensuite, plus récemment, Isidore Mbouba a déclaré que c'était le choix de la lumière, le choix de la raison, le choix de la paix, pour que que tous les Congolais soient pratiquement appelés à accompagner la candidature de Denis Sassou Nguesso et puis on verrait où ça allait nous conduire.
Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays Hélène les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Mais au-delà de ça, nous avons également vécu les festivités du 8 mars 2025 à Djambala, où la ministre chargée de la promotion de la femme annonçait de façon claire que, comme en 2021, les femmes ont choisi Denis Sassou Nguesso comme leur candidat à l'élection présidentielle, ce qui voulait dire en fait qu'il allait continuer après les 41 ans qu'il a déjà passé à la tête du pouvoir, il allait continuer pour essayer d'aller vers. Mais notre attention a été particulièrement retenue par la déclaration du ministre Rigobert Mapundou lors d'une émission qu'il a faite dans le cadre du Club de la presse, émission au cours de laquelle le journaliste lui a posé la question de savoir qu'adviendrait-il si, lors du congrès du Parti congolais du travail en décembre 2025, Denis Sassou Nguesso n'était pas retenu comme candidat et que le congrès retenait un autre candidat. Qu'adviendrait-il? Est-ce que Denis Sassou Nguesso se présenterait comme indépendant ou comment cela se passe? Alors, la réponse du ministre Mapundou m'a surpris parce qu'il a dit que ça ne peut même pas traverser sa tête en rêve. Il n'y croit pas du tout. Tellement que le président Sassou a adulé, apprécié au sein du Parti congolais du travail, qu'on ne peut même pas penser qu'il y ait un cadre de ce parti qui puisse s'aventurer à poser sa candidature. Et il conclut d'ailleurs de façon claire en disant que dans tous les cas, en décembre 2025, lors du congrès, ils ne demanderont pas, ils ne vont pas réclamer la candidature du président Denis Sassou Nguesso, mais ils vont pratiquement l'exiger. Et lorsque vous entendez toutes ces personnalités parler, elles parlent d'un bilan glorieux à l'actif du président Sassou, bilan que les Congolais ne connaissent pas, et bilan que les Congolais souhaiteraient découvrir, parce que pour un certain nombre de Congolais, pourquoi chercher à reconduire une personnalité tout en sachant que son bilan a été négatif? Nous allons y revenir vers la fin de l'émission, parce que ce bilan, pour nous, se résume en deux mots: la misère et la souffrance des Congolais. Et nous ne comprenons pas qu'on puisse chercher à le reconduire, surtout que le recensement de la population qui a été effectué a fait ressortir clairement qu'il y avait 6 142 180 habitants au Congo. Et ce serait surprenant que sur cette population importante, que Denis Sassou Nguesso soit le seul
avoir les capacités et les aptitudes à être président de la République. Mais ce n'est pas là que nous plaçons le débat. Pour mieux comprendre le débat que nous voulons introduire après avoir évoqué ce premier point, nous avons les textes. Que prévoient les textes en réalité? Évidemment, quand on regarde notre Constitution, il y a l'article 65 qui dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Et logiquement, on peut raisonner en disant, Denis Sassou Nguesso a été candidat en 2016, il a été candidat en 2021. Logiquement, par principe, il ne devrait avoir aucun problème pour qu'il soit candidat en 2026. Mais c'est ça que nous allons regarder dans les détails. Et ensuite, lorsqu'on regarde l'article 66, qui essaie de parler des conditions que l'on doit remplir pour être candidat à la présidence de la République, je ne vais pas les énumérer tous, toutes, mais j'en ai retenu une, être de bonne moralité. Et je crois que dans les débats qui nous intéressent, il est intéressant que l'on puisse savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement être de bonne moralité. Nous le disons pourquoi? Parce que nous avons été surpris que dans cette disposition, ou plutôt dans les dispositions qui sont prévues pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, il n'a été rien prévu pour ceux qui sont en situation difficile vis-à-vis de la loi, en fait de façon claire, pour ceux qui violent la loi ou pour ceux qui ne respectent pas la loi. Et c'est là que la question s'adresse certainement aux juristes. Est-ce qu'il est possible ou normal qu'une personnalité, quel que soit son rang, qui ne respecte pas la loi, qui viole la Constitution, puisse chercher à encore être candidat, tout en sachant certainement que même s'il est élu, il risque toujours de ne pas respecter la Constitution et de faire poser beaucoup de problèmes à notre pays. La pyramide des normes, ou hiérarchie des normes, est une théorie élaborée par Hans Kelsen, vraiment très importante. C'est un concept fondamental du droit qu'il faut impérativement connaître. Selon cette théorie, chaque norme de la hiérarchie, chaque norme de la pyramide, doit respecter celle qui lui est supérieure. Chaque norme de la pyramide doit respecter celle qui lui est supérieure. Donc la norme inférieure doit respecter la norme supérieure. Pour l'essentiel, de manière schématique, on peut dire que la pyramide des normes est hiérarchisée en 4 étages. Tout en haut se trouve le bloc de constitutionnalité. Mais dans ce bloc, on trouve principalement la Constitution 58 et son préambule, le préambule de la Constitution de 1946, la TDHC de 1789, la Charte de l'environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les fameux PFRLR. Le bloc de constitutionnalité se trouve donc tout en haut de cette pyramide des normes. En dessous, on trouve le bloc de conventionnalité. C'est ici que l'on retrouve l'ensemble des traités et conventions internationales qui sont en quelque sorte des accords entre États sur un thème donné. C'est ici que l'on trouve par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en 1950, dont j'ai parlé assez longuement dans une autre vidéo. En dessous du bloc de conventionnalité, on trouve le bloc de légalité, c'est-à-dire toutes les normes qui ont valeur de loi, légalité, loi. On trouve ainsi ici les lois organiques, celles qui viennent préciser la Constitution, les lois ordinaires, celles qui sont votées par le Parlement, les classiques, les lois classiques, les lois référendaires, celles qui sont adoptées par référendum, et enfin ce que l'on appelle les ordonnances, c'est-à-dire les textes qui sont adoptés par le gouvernement dans le domaine de la loi. Enfin, tout en bas, on trouve le bloc réglementaire, c'est-à-dire toutes les normes qui ont une valeur de règlement. C'est ici principalement que l'on trouve les décrets, adoptés donc par le Premier ministre ou le Président de la République, et les arrêtés, qui peuvent être adoptés par un ministre, arrêté ministériel, par un préfet, arrêté préfectoral, ou encore par un maire, arrêté municipal. On rappelle donc que la pyramide des normes implique que chaque norme inférieure doit respecter la norme qui lui est supérieure. En effet, la norme inférieure tire sa légitimité de la norme qui lui est supérieure. Et afin de vérifier que cette hiérarchie des normes soit respectée, différents contrôles existent. On va en étudier les principaux. On a tout d'abord le contrôle de constitutionnalité. Ainsi,
Par exemple, lorsque le Conseil constitutionnel effectue le contrôle de constitutionnalité des lois, il vérifie que la loi ordinaire votée par le Parlement est conforme au bloc de constitutionnalité. Il vérifie que la norme inférieure, la loi, est conforme à la norme supérieure, le bloc de constitutionnalité. Ensuite, on a aussi le contrôle de conventionnalité des lois. C'est en fait le contrôle de conformité des lois aux conventions et traités internationaux. Et en France, ce sont les juridictions ordinaires, à savoir par exemple la Cour de cassation, le Conseil d'État, ce sont ces juges ordinaires qui réalisent ce contrôle de conventionnalité. Ainsi, la Cour de cassation peut être amenée à vérifier si une loi votée par le Parlement n'est pas contraire à l'un des textes du bloc de conventionnalité, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, on a le contrôle de légalité des règlements. On va vérifier qu'un règlement n'est pas contraire à la loi, par exemple. En France, ce sont en général les juridictions administratives qui effectuent un tel contrôle, et par exemple, ainsi, le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif, le Conseil d'État peut être amené à vérifier qu'un arrêté c'est un règlement, qu'un arrêté pris par un maire respecte bien la loi votée par le Parlement. Ainsi, lorsque la norme inférieure n'est pas conforme à la norme qui lui est supérieure, la norme inférieure devra être, selon les cas, bien sûr, selon le type de contrôle, devra être écartée, voire supprimée de l'ordre juridique. Maintenant, au-delà de ces deux aspects que je considère comme touchant les textes, sinon la Constitution au plan national, j'ai du plaisir à évoquer également au plan international. Au plan international, je crois que les Congolais ont suivi le débat qu'on a eu en 2015 et en 2016 sur le changement de constitution et l'élection de 2016. Et je crois qu'à cette occasion, beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que nous n'avions pas été suffisamment vigilants à l'époque pour découvrir, mais on a découvert après, que le changement de constitution qui s'est opéré en 2015 l'a été en violation flagrante de l'acte constitutif de l'Union africaine qui condamne et rejette tout changement anticonstitutionnel du gouvernement et en violation flagrante de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, dans laquelle il est précisé clairement que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques portant atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel du gouvernement. Et c'est bien le cas flagrant de la Constitution du 25 octobre 2015. Ce qui veut dire en d'autres termes que le Congo aurait dû être sanctionné et que le Congo aurait dû utiliser le langage du retour à l'ordre constitutionnel, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, une fois que nous avons planté ce décor, après avoir évoqué quelques cas, après avoir appelé les dispositions des textes, nous venons à l'examen un peu de la situation du président de la République du Congo. Le président de la République du Congo se présente dans quelle situation? J'ai eu souvent à le dire au cours des émissions précédentes, en disant de façon schématique que le président de la République du Congo est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et lorsque je le dis, les gens essaient de demander, ils prennent plaisir à poser la question, à voir les détails sur un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je vais essayer, sur cette question, de vous donner un certain nombre de détails. Le premier détail que je vais vous donner, c'est que le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré depuis 2002 son patrimoine, conformément aux articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Selon les dispositions de ces articles, il est dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et lors de la cessation de celle-ci. Et le constat qui est malheureusement fait en ce qui concerne notre pays, c'est que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas déclaré son patrimoine en 2002, ne l'a pas déclaré en 2009, ne l'a pas déclaré en 2016, ne l'a pas déclaré en 2021. Rien que cet argument
nous permet de constater qu'il a violé les constitutions et du 20 janvier 2002 et du 25 octobre 2015, constitution qui est présentement en cours. Et c'est un aspect suffisamment préoccupant parce que lorsqu'on se réfère au discours, sinon au programme d'action gouvernementale du Premier ministre Anatole Kolile-Makosso, il a été dit clairement au niveau de la déclaration de patrimoine que plus qu'un devoir de transparence, il s'agit en fait d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et de la corruption. Et ne pas l'avoir fait pose le problème en réalité, non seulement au niveau du président de la République, mais de tous les autres. Parce qu'en réalité, il y a une tentative qui a été faite en 2021, mais on s'est rendu compte rapidement que tout ça s'est fait en violation flagrante de la Constitution. Un amendement a été introduit suite à un recours introduit par un citoyen. Une nouvelle loi a été adoptée, mais depuis l'adoption de cette loi, personne ne déclare son patrimoine. Et je peux constater que les préfets qui viennent d'être nommés ont pris fonction, ont procédé à leur passation des services, mais personne d'entre eux n'a déclaré son patrimoine. Et c'est ça véritablement le drame, l'un des drames de notre pays, le non-respect, la violation flagrante dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, s'agissant du président de la République, que nous devons relever, c'est que le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité au sein d'un parti politique. Et quand on a regardé ça, on se pose la question, mais lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte qu'on en est arrivé là. Parce que les 2588 congressistes du congrès du PCT de décembre 2019 ont décidé unanimement de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. En fait, le président du Parti congolais du travail. Et figurez-vous que dans les 2588 congressistes, il est important de relever qu'il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale, donc les personnalités qui ont voté les lois et qui se sont retrouvées dans l'incapacité de respecter les lois, de les mettre en application. Il y a le Premier ministre, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Justice et il y a la plupart des membres du gouvernement. Et ce n'est pas du tout intéressant. Et ça place le PCT dans une situation que j'ai souvent évoquée et je crois que vous l'avez repris. C'est que depuis pratiquement 2002, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et le PCT aurait dû être sanctionné par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti politique ou groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné et ordonne la fermeture de ces groupes. Et on en vient. On est toujours en train de tourner en rond. Et je rappelle que sur cette question, un citoyen avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui, elle, s'est déclarée incompétente et a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et au ministre de la Justice. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans une situation véritablement inconfortable, qui nous amène à nous demander pourquoi le PCT n'est-il pas sanctionné? Est-ce que c'est normal? Surtout lorsqu'on essaie de répéter que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et on peut se poser mille questions là-dessus. Et on ne comprend pas, malgré les correspondances adressées aux autorités, malgré les déclarations qui sont faites, etc. Mais le PCT est là. Et il continue. Et ce qui me fait sourire, c'est que malgré ça, que le ministre de l'Intérieur publie des documents, des textes comme l'arrêté 13
205 du 21 octobre 2020, dans lequel il déclare le PCT conforme à la loi, tout en sachant que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Donc, pour ceux qui parlent de la gouvernance électorale, on est pratiquement déjà rentré dans le système de la fraude et de la tricherie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela que ce qui se présente. Et je crois que c'est véritablement dommage. Mon essai d'y revenir et d'avancer là-dessus. Mais l'une des conséquences extrêmement graves de cette situation, c'est que ça apporte atteinte à la gouvernance électorale. Parce que le président de la République, en tant que président du Parti congolais du travail, ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Et vous voyez bien que les nominations faites par le gouvernement répondent à la maîtrise du dispositif électoral par le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Et vous voyez bien qu'on est loin, très loin, d'organiser une élection dans le respect total des lois et règlements de la République. Mais quand on a fait ce point, la déduction simple, c'est quoi? On constate que le président Denis Sassou Nguesso a violé l'article 50 de la Constitution, toujours, du 25 octobre 2015, qui dit clairement que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses droits vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la société. Vous voyez que c'est déjà extrêmement grave. Mais lorsqu'on poursuit dans cette lancée, on aboutit à quoi? Mais c'est l'illustration de ce que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas respecté le serment qu'il a prêté devant la nation et devant le peuple, conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et on se retrouve dans un cas extrêmement grave qui va nous amener plus tard à nous demander est-ce que le président Sassou est dans des conditions normales de pouvoir organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Maintenant, sur l'aspect du respect des lois et de la Constitution et des lois et règlements de la République, nous avons suffisamment évoqué le cas. Mais il y a un autre aspect au niveau du serment qui nous préoccupe, c'est celui de garantir la paix et la justice à tous. Et là, nous revenons à un débat sur lequel nous sommes aussi assez régulièrement revenus. C'est celui de la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, mais qui ont plongé le pays dans la ruine, dans le chaos, dans la catastrophe. On a constaté le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez dit arrêter mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'histoire que le président on parle des accords avec le FMI? D'ici, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au matériel qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et ce gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui, et ces cas, ils sont extrêmement nombreux. Le dernier cas d'ailleurs sur lequel nous sommes revenus au cours de la dernière émission et nous allons y revenir aujourd'hui, mais c'est la déclaration faite par le président de la République lui-même sur les bourses pour lesquelles on nous demandait que
3 milliards par an pour les payer, mais les services en exigeaient 9 milliards. Et le président de la République s'est posé la question de savoir si le différentiel de 6 milliards se dissipait chaque année sans jamais laisser de traces. Nous avons été très heureux d'apprendre que la société civile s'était levée pour déposer une plainte sur cette question extrêmement importante. Parce que les voix se sont élevées à travers le pays pour dire trop c'est trop, trop c'est trop, il faut que ce nouveau crime économique et financier puisse être sanctionné, que les responsables puissent être présentés devant des tribunaux. Figurez-vous que malgré le courage que la société civile a pris pour amorcer cette démarche, elle s'est heurtée à beaucoup de difficultés au niveau des services de la justice. Elle a dû être obligée d'avoir recours à des services d'un huissier, mais qui n'a fait que constater effectivement que cette plainte n'était pas reçue. Pour quelle raison? Alors que vous savez que lorsqu'on vous adresse un courrier. Mais pourquoi? Déjà, les Congolais souffrent de ce que les nombreux dossiers, les 14 000 milliards, les 160 milliards qui ont disparu, qui ont été détournés au niveau du ministère de la Santé, et les révélations faites par les Panama, tout un tas de dossiers. Et c'est pour ça que nous insistons. Alors, comme le disait Trésor Nzila, selon lui, la mauvaise gouvernance serait la principale cause des problèmes économiques et sociaux du Congo, notamment la gestion des ressources pétrolières. Dans une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos et on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. Une réaction sur cette affaire. Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année à publier des documents, des ouvrages, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question a posteriori. Le gouvernement du Congo a parlé de diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. Je vous parle. Mais par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps qu'on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent avant de produire un rapport. Sur ce fait qui a été bien relevé au niveau de la prestation des serments, à savoir garantir la paix et la justice à tous. Et nous constatons que la paix et la justice ne sont pas garanties à tous et c'est véritablement un grand problème. Que faire dans ce cas? Est-ce qu'il est possible que le président Denis Sassou Nguesso, qui se trouve dans cette situation, soit en mesure d'être candidat à l'élection présidentielle? Je pense que c'est autant de questions. Mais avant de rentrer dans les questions que l'on peut se poser au cours de ces débats, que nous souhaitons vivants, que nous souhaitons intéressants, nous pouvons relever, et nous y revenons assez souvent, que le président Denis Sassou Nguesso, en tant qu'opposant, avait déclaré en 1992. Jamais, j'insiste pour dire que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Et que si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Cependant, est vrai le fait que jamais
je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais si la Constitution est violée, que les démocrates ne doivent pas l'accepter, est-ce que ça peut permettre aux personnes ou à la personne qui a violé la Constitution d'être candidate à l'élection présidentielle? La réponse que je donne est non. Mais je laisse la question ouverte au débat et que les Congolais participent tous à ce débat. La deuxième question qu'on se pose. Le président Denis Sassou Nguesso a déclaré dans son message sur l'état de la nation 2020 que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Première question, pourquoi maintenant, sous la direction du président Denis Sassou Nguesso, on a choisi le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité? Comment peut-on le justifier? Est-ce que lorsqu'on a choisi le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité, on peut se prévaloir d'être candidat à l'élection présidentielle? Je ne donne pas de réponse, mais c'est des questions que l'on se pose et qui devraient pratiquement intéresser les Congolais, qui doivent apporter des éléments de réponse pour que l'on avance. Parce qu'on ne peut pas parler de paix et de violation des lois et règlements de la République. C'est extrêmement dangereux. L'autre question, est-ce qu'il est normal que le président de la République, qui est en même temps président du Parti congolais du travail, cherche à être candidat à l'élection présidentielle de 2026? La réponse que je donne aussi, selon moi, c'est non. Mais je crois que le débat est ouvert. Et il faut que les juristes, et c'est sur ces questions extrêmement importantes, que j'attire l'attention des opposants. Pas des opposants, parce qu'il y a des opposants. Maintenant, il semble apparaître qu'il y a des opposants, mais je pose la question aux opposants qui devraient, à notre avis, prendre ce débat à bras le corps et avancer pour qu'on aille de l'avant. Maintenant, l'autre question importante qu'on peut se poser, franchement, est-ce que le président du Parti congolais du travail, sinon le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, peut organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, etc. La réponse que je donne aussi est non. Le rôle qu'on veut faire jouer au préfet, par exemple sur la question de la révision des listes électorales, pour soi-disant rechercher un corps électoral fiable qui permette d'avoir des listes électorales fiables. Mais les déclarations ont été faites à Evo pour dire que la méthodologie qui a été retenue ne permet pas d'avoir la maîtrise du corps électoral et donc ne permet pas d'avoir les bonnes conditions de tenue d'une véritable élection. Donc, c'est autant de questions que l'on se pose, pour lesquelles je pense que ce n'est pas un seul Congolais. D'abord, je tiens à rappeler aux uns et aux autres, et surtout aux gouvernants, que lorsqu'on prend les articles 227 et 228 de la Constitution, il a été institué un Conseil national de dialogue qui devrait être appelé à se prononcer sur les problèmes, les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et ça, c'en est un. Malheureusement, ce Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Et c'est véritablement dommage. C'est terrible. Maintenant, une fois qu'on a fait le tour de la question, le problème, il est posé. Et il ne faut pas que les Congolais s'en offusquent. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et moi, la réflexion que je fais, tout en la soumettant au débat, c'est qu'il ne devrait pas lui être possible d'être candidat à l'élection présidentielle de l'année 2026. Bref, avant d'aller vers la fin de l'émission, je dois dire qu'on ne peut pas aborder ce type de questions, notamment la reconduction, ou plutôt le maintien, la conservation du pouvoir par le président Sassou Nguesso, qui a déjà passé 41 ans au pouvoir, avec le bilan que l'on connaît.
sans s'appesantir sur ce dernier aspect, c'est-à-dire le bilan. Et le bilan aussi a été fait à plusieurs occasions. Mais à chaque fois que nous aurons l'occasion, nous le ferons. Aujourd'hui, le bilan du président Sassou Nguesso qu'il se présente, c'est quoi? Mais je dirais rapidement, c'est la misère et la souffrance des Congolais. De l'énergie électrique dépendent les vies de plusieurs unités de production dans la ville économique congolaise et ailleurs, aussi bien des ménages. Depuis les travaux de révision de la centrale électrique de Côte-Matev, les abonnés de la société EKRC connaissent des perturbations dans la fourniture d'électricité dans la ville. Cette situation dérange des ménages, services et bien d'autres unités de production. Cas de ce porteur de projet, passant des journées entières sans travailler. Pourtant, sa vie est étroitement liée à cette discothèque qui lui rapportait le minimum de revenus financiers avant cette crise. Nous, on a des activités qui fonctionnent à l'aide de l'électricité. Mais quand il n'y a pas de courant, du coup, nous sommes vraiment bloqués. Tantôt, ça fait 2 jours, 3 jours, on n'a pas le courant aussi. À deux fois, 2 jours, 3 jours, on n'a pas le courant aussi. Donc, c'est là il faut vraiment que ça fasse un changement. Sinon, vraiment, ça va vraiment créer vraiment des situations. Conscient de cette triste réalité, le président de l'Association des droits des consommateurs congolais, ADDCC, plaide pour le rétablissement de l'énergie électrique. Il y a eu des délestages, c'est vrai, mais ça, c'est au moins pour une première fois qu'on nous annonça qu'il y aura des délestages qui vont partir de février jusqu'en mars. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de conséquences parce que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages, c'est vraiment une casse-tête chinoise dans la mesure où on peut plus mettre les réserves dans les congélateurs. Pour les sociétés, ils sont en train de rouler avec des groupes et cela, les charges commencent à dépasser. Au moment que nous parlons, nous ne savons même pas exactement si réellement les délais seront respectés. Et cela, nous espérons que nos autorités vont nous écouter, mais aussi les gens de EKRC et les gens qui gèrent l'entretien là-bas, que les délais soient respectés parce que il y a un problème social qui commence à vraiment perdurer et les produits font qu'augmenter là aussi parce que les charges ont augmenté. Les abonnés ne voudraient plus vivre des délestages après la période prévue pour la révision des installations de EKRC. Est-ce que les Congolais peuvent essayer de soutenir un choix pour qu'ils s'enfoncent davantage dans la misère et dans la souffrance? La réponse rationnelle que je donne est non. La réponse rationnelle que je donne est non. Et lorsqu'il y a un groupuscule, comme on l'a vu d'entrée de jeu, qui s'organise pratiquement pour défendre cette position, mais les Congolais vivent la réalité tous les jours. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Que faisons-nous? Il n'y a pas de route. Regardez Brazzaville lorsqu'il pleut. Regardez les menaces que font peser les érosions, notamment sur les villes de Brazzaville et sur les villes de Pointe-Noire. Regardez, si on sort de ce cadre, la situation préoccupante, extrêmement préoccupante de l'éducation. Elle est d'autant plus préoccupante qu'on a tenu des états généraux. Mais les recommandations qui y ont été retenues n'ont jamais été mises en application, avec un déficit de près de 20 000 enseignants au niveau préscolaire, primaire et secondaire. C'est extrêmement préoccupant. Maintenant, quand on vient à la vie des Congolais, regardez la situation des retraités. C'est à peine le 23 avril dernier qu'ils ont commencé à toucher la pension du mois de mars. Et ils se posent la question, quand toucherons-nous la pension du mois d'avril? Sans oublier qu'ils ont 41 mois d'arriérés de pension.
Autour du plateau pour en parler, Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et bonsoir à tous les téléspectateurs. Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tout ce plateau et surtout à ceux qui nous suivent. Et Rodrigue Aego, correspondant de Radio Canal K Suisse au Togo. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, ravi de me retrouver au plateau avec mes confrères et bonsoir également à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Le Congo-Brazza, pour commencer, l'Union pour la défense des intérêts des retraités immatriculés à la caisse de retraite des fonctionnaires vient d'adresser une lettre ouverte au Premier ministre congolais Clément Mwamba. Ce courrier contient une série de revendications de plus de 26 000 retraités qui exigent notamment le paiement de 21 mois d'arriérés de pension cumulés depuis 2016. Dans une lettre ouverte à Clément Mwamba, les retraités rappellent au chef du gouvernement que la pension n'est pas une aumône, ni une bourse, ni un salaire, et lui demande de diligenter le règlement des arriérés de pension qui s'élève à 21 mois. Rodrigue Aego, 21 mois pour des retraités, c'est pénible. Il faut plutôt dire que c'est suicidaire. C'est suicidaire parce que déjà il faut... C'est le mot qui me venait que j'évitais. Mais c'est suicidaire parce que quand vous allez plus loin, vous fouillez, il y a quand même des gens qui sont malades, il y en a qui perdent la vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen. Il y en a à qui on a coupé l'électricité et que la compagnie qui distribue l'électricité aurait même emporté des compteurs par endroit. Donc il y en a forcément des enfants qui ont leurs enfants qui ne peuvent plus exécuter leur habitude de vie convenablement. Il y a forcément une contrainte liée à un changement brusque d'habitude de vie à un niveau donné, parce que 26 mois d'arriérés pour un retraité, en tout cas ceux qui nous suivent et qui sont ici entre nos murs peuvent en savoir quelque chose. C'est assez pénible. C'est assez pénible parce qu'une fois, moi j'avais mené une enquête autour de cette histoire de retraités, de cette histoire de pension de retraités. Figurez-vous qu'il y en a qui touchent jusqu'à 1800, jusqu'à 1500 par mois, oui, par mois. Et c'est assez pénible. Si il vous arrive de cumuler ça jusqu'à 26 mois, d'abord des difficultés pour payer le loyer, pour vous soigner et tout, c'est là je dis que c'est suicidaire. Et tout ça, ça découle de ce que je peux appeler manque de prévision en matière de gouvernance sur le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, ailleurs, sous d'autres cieux, dans les pays développés, on parle beaucoup plus de la santé pour tous, on parle des allocations familiales, on donne beaucoup plus d'avantages à un niveau donné et on revoit même l'âge de départ à la retraite par endroit. Sous les tropiques, par exemple, c'est assez compliqué et tout ça découle de la façon dont on gère d'ailleurs les ressources du pays. On ne met pas de côté, on ne pratique pas la politique des fourmis, mettre de côté pour que lorsqu'il y a la rupture, qu'on arrive en saison de rupture, qu'on puisse essayer quand même de combler les trous. Donc c'est assez difficile, c'est une problématique qui nécessite des réflexions approfondies et ça interpelle à une gestion beaucoup plus saine des ressources que génèrent nos pays. Sans oublier que depuis 2017, la majorité d'entre eux touchent leur pension, non pas à l'indice 300 comme nous voulons, mais à l'indice 160. C'est-à-dire qu'ils touchent pratiquement la moitié de ce qu'ils font depuis 2017. Donc il y a pratiquement 8 ans. Regardez la même situation au niveau des étudiants. Bonjour à tous. Nous sommes les étudiants congolais boursiers en Russie, précisément de la ville de Saint-Pétersbourg. Ça fait déjà 27 mois que nous accumulons sans percevoir la bourse. Et aussi le problème de passeport. En effet, il y a des étudiants dont les visas vont expirer peut-être d'ici le mois de juin. Les universités réclament aussi que les étudiants aient de nouveaux passeports, sinon ils seront renvoyés au pays et ils ne pourront pas faire les examens. C'est pour cela que nous implorons vraiment le gouvernement de venir en aide. Donc si on fait cette vidéo, c'est pour interpeller les autorités congolaises et en particulier le chef de l'État. Ça fait il y a 30 mois qu'on ne perçoit pas la bourse. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous paie nos 4 trimestres. Sans ça, on ne veut rien du tout. Donc, on attend nos 4 trimestres d'ici la fin du mois d'avril. Si nous sommes réunis ici, moi et mes amis, c'est pour se plaindre à propos de nos 30 mois de bourse impayés. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement nous envoie ici venir étudier sans argent. Il y a des étudiants qui font des spécialités où ça demande du matériel. Ici, voilà pourquoi nous sollicitons de l'aide, que le gouvernement ne soit pas indifférent face à nos difficultés
que nous rencontrons maintenant. Regardez la même situation au niveau des travailleurs de plusieurs structures. Et on dit, le Congo va mal, très mal. Avec des gouvernants qui refusent catégoriquement de procéder à la réduction du train de vie de l'État, tant du point de vue des effectifs des différentes institutions que des conditions de rémunération des membres de ces institutions. C'est extrêmement grave. Que constate-t-on? Mais le pouvoir, le système protège les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Je viens de vous évoquer le cas du différentiel des 6 milliards, révélé par le président de la République lui-même le 28 novembre 2024 et pour lequel on est incapable d'annoncer une procédure au niveau de la justice. On pose la question. Pourquoi les gouvernants peuvent prendre-ils autant de pouvoir à voir les Congolais souffrir? J'ai une pensée particulière pour nos sœurs, pour nos femmes, pour nos sœurs, pour nos enfants, nos filles, qui ont la responsabilité, malheureusement, de s'occuper du panier de la ménagère. Comment se trouve ce panier de la ménagère maintenant? Et j'ai suivi l'autre jour un témoignage d'un travailleur qui disait que par jour, il donnait 1000 francs à sa femme pour manger. Et je me suis posé la question, comment il s'organise avec 1000 francs pour que plus de 2 personnes puissent s'asseoir pour manger? Ce tableau qui annonce la disponibilité des logements en location illustre l'un des exemples de la vie chère à Brazzaville. Cette réalité met à mal le quotidien des populations qui font face aux charges sociales, telles le paiement des loyers, des factures d'eau et d'électricité. Les Brazzavillois que nous avons interrogés appellent le changement favorable à l'amélioration de leurs conditions de vie. À notre époque, les maisons coûtaient moins cher. Moi, j'ai loué dans la rue Makotopoko, j'ai loué dans la rue Mayama. Dans les années 72, les maisons que j'ai louées, qui étaient à 2500, ça devenait même à 60 000. Une maison de chambre salon. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre un jeune, par exemple, un jeune étudiant qui déjà a la bourse coupée et aussi qui se cherche, loue un studio ou une maison à 25 000 francs et 25 000 francs eau et le courant à l'extérieur. Au moins, on souhaiterait qu'il y ait au moins, quand c'est 25 000 francs, il faut qu'il y ait au moins même le courant à l'intérieur. Le prix varie selon le propriétaire. Par exemple, celui qui loue au quartier Plateau de 15 ans, celui-là paye vraiment un prix assez élevé. Le secteur devait être réglementé, l'État devait intervenir, fixer les prix selon le nombre de pièces, selon le secteur. Il devait y avoir même un arrêté, voire un décret. Outre cet exemple, le coût de la vie à Brazzaville devient une problématique qui touche presque tous les secteurs d'activité, selon les témoignages recueillis. Je viens d'acheter un poisson qui m'a coûté 4 500. Hein? Donc, si je dois acheter la tomate, tous les condiments que je dois mettre dedans, donc c'est plus de 5 000. Et puis, il faut compter le manioc ou le foufou. Moi, je peux me permettre ça, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas. Le peuple est en train de souffrir. Le Congolais veut que ça change. Mais... Dans les années 70-72, à ce temps-là, le marché, je faisais 300 francs. Le gros manioc, là, coûtait 40 francs. Gros manioc, coûtait 40 francs. La première femme que j'ai épousée, il avait payé 60 000. Les autres 60 000 francs. Avec la boisson, tout 60 000 francs. Actuellement, on est en train de vendre les femmes. Et dans tous les domaines, en tout cas, tout le monde se grince un peu les dents. On ne s'en sort pas. Selon certaines personnes, la crise qui asphyxie depuis quelque temps plusieurs secteurs devrait être une priorité pour les autorités nationales qui sont appelées à trouver des solutions idoines au profit de tous. C'est extrêmement grave. Comment dans ce pays doté d'autant de richesses, on a pu en arriver là? Un pays extrêmement riche, mais avec une population extrêmement pauvre, misérable, qui vit dans des conditions inacceptables et intolérables. Et c'est face à ce bilan, je n'évoque qu'une partie, mais on aura l'occasion de revenir sur des aspects plus détaillés. C'est sur la base de ce bilan qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui disent il faut que le président s'assoie continue. Non, chers compatriotes. Je souhaite, c'est pour ça que je souhaite que ce débat ait lieu, que ce débat soit serein. J'invite surtout
nos frères, nos amis, qui se disent de l'opposition. Je dis bien qui se disent bien de l'opposition. Et quand je dis opposition, ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas l'action du gouvernement à se pencher sérieusement sur cette situation. Parce que quand on mène la réflexion, on se dit, il était arrivé pour qu'il y ait des changements et la rupture dans ce pays. Nous nous battons les mains nues, mais il faut que nous arrivions à aboutir à ce changement et à cette rupture. C'est pour ça que pour arriver à la conclusion, je dirais ceci. Le Congo va mal, très mal. Je suis des Congolais qui sont surpris qu'il y ait des voix qui s'élèvent, des mobilisations qui soient organisées, des sommes, je pense, mirobolantes et extrêmement importantes qui sortent pour exiger, pour réclamer. Sinon, comme diraient les membres du PCD, exiger que le président Denis Sassou Nguesso puisse être candidat en 2026. Je ne veux pas utiliser la langue de bois sur ce thème. Je dis ce que je viens d'énoncer. En termes de respect des lois, en termes de violation des lois et règlements de la République, m'amène à la conclusion. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ne devrait pas être candidat à l'élection de 2026. Et je rappelle, un point qui semble anodin, mais il n'est même pas anodin, il est très important. Le PCT ne peut pas ne pas être sanctionné depuis 2002. Et on ne peut pas garder cette situation de façon complaisante. C'est pour ça que les gouvernants doivent lire et relire la loi. Le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités et prendre les dispositions pour que le Parti congolais du travail soit sanctionné. Parce qu'il est facile de dire que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et j'interpelle les Congolais dans leur ensemble. J'interpelle les opposants parce que je pense que vu la situation catastrophique, dramatique dans laquelle les Congolais se trouvent aujourd'hui, les opposants ont intérêt, si l'élection a lieu le 15 mars 2026, à s'organiser pour que nous obtenions le changement et la rupture, pour que la politique se fasse autrement qu'elle se fasse aujourd'hui. Évidemment, j'ai eu à déclarer, et ça a suscité beaucoup d'échos, ça a suscité beaucoup de bruit. Lorsque c'est moi qui l'ai dit, mais il y en a d'autres qui l'ont dit. Parmi les autres, je pense au conseiller politique du président de la République, qui a déclaré clairement qu'il y avait des partis de l'opposition qui bénéficiaient d'un traitement particulier du pouvoir et qui étaient tenus d'être à carreau. Sinon, ben, ils connaîtraient un certain sort. C'est pour ça que de façon particulière, j'interpelle les opposants pour dire le pays va mal, très mal. Il est de notre responsabilité de jouer le rôle véritable de l'opposition. En le disant, j'ai une pensée particulière pour le directeur général de douane qui est attaqué sur les réseaux sociaux, semble-t-il, pour des recrutements jugés tribalistes qui ont été opérés, qui a eu à faire une déclaration au niveau du Parlement devant la Commission économie, budget, contrôle budgétaire, économie et finances et contrôle budgétaire, et qui a interpellé les uns les autres pour dire il faut que nous agissons pour sauver ce pays. Et qui relevait en cette occasion que sur l'exercice 2023-2024, il y avait le Congo a concédé 600 milliards pour les exonérations fiscales au niveau des douanes. Et que lorsqu'on se projette aux impôts, ce montant s'élève entre 1200 et 1500 milliards. Vous voyez bien que nous avons bien des opportunités et des niches qui devraient nous permettre. Mais pour ça, il faut que nous choisissions de faire la politique autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Il faut que nous prenions les dispositions. C'est pour ça, en termes électoraux, en termes de candidature, je reviens vers vous pour dire,
que ce débat est extrêmement important. Je vous donne ma position. Au travers de ce que je viens de dire, le président Sassou ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2026. Parce que dans ma conception à moi, et il faut que cela apparaisse dans la Constitution, peut-être future, qui devra être adoptée. Un Congolais qui n'est pas en conformité avec la loi, un Congolais qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas les lois et règlements de la République, ne peut pas prétendre être candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prétendre chercher à diriger un pays comme le Congo. C'est pour ça que j'ai voulu accorder une attention. Mais une fois que je l'ai dit, le débat, il est lancé. Le débat, il est lancé. Je ne veux pas que dans ce genre de débat, qu'on aille vers la langue de bois. J'ai lu les réseaux sociaux ces derniers temps. J'en ai même souri. J'ai vu des titres terribles. J'ai lu dans la publication de Congo qu'on a craché sur Clément Mierassa. J'ai lu qu'on a foudroyé Clément Mierassa. Mais ce n'est pas Clément Mierassa qu'il faut foudroyer. Ce n'est pas Clément Mierassa qu'il faut attaquer. Il faut savoir les véritables signes pour que nous sortons ce pays de la situation dans laquelle il a été plongé. Et les Congolais doivent en avoir conscience parce que ce sont eux qui sont dans la misère, ce sont eux qui sont dans la souffrance. Donc, chers compatriotes, au-delà des titres pompeux que j'ai vus, mais je peux dire aux journalistes, je peux dire aux gestionnaires des médias en ligne que ça m'a fait plutôt sourire. Je leur dirai juste un petit mot. Pensez aux souffrances des Congolais. Pensez à ce que les Congolais doivent faire pour sortir le pays dans son entièreté de cette situation dans laquelle il est plongé aujourd'hui. Et je ne suis pas convaincu que les lendemains seront meilleurs. C'est pour ça que chacun de nous doit prendre conscience. Et chaque Congolais doit savoir qu'il a le destin de notre pays, notre bien commun en destin. Chers téléspectateurs, c'est sur ces propos que je termine notre émission d'aujourd'hui. En espérant qu'à la prochaine occasion, nous aurons une très belle émission et nous aurons un sujet sur lequel nous pourrons échanger très librement. Donc, à bientôt. Et je vous remercie pour votre aimable attention. On a rendez-vous à la prochaine occasion. Merci bien pour votre attention et à bientôt.